Un personnage raffiné, un mobile mortel, un secret enfoui dans le style. Bienvenue à Mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. D'où regardez-vous? Faites-le savoir dans les commentaires. Chaque message donne vie à cette histoire. Commençons. Le soleil du matin filtrait chaleureusement à travers les chênes centenaires de Nethermer, projetant des ombres délicates sur la verdure du village. C'était le genre de journée qui semblait à l'abri des calamités, où rien de pire ne pouvait arriver à une personne qu'un léger coup de soleil ou le scandale d'une tasse de thé renversée. Pourtant, à 3h30 précises, alors que les habitants de Nethermer se rassemblaient dans le jardin du presbytère pour la fête de charité annuelle, la calamité arriva, vêtue de soie, de dentelle, et avec un air de finalité des plus particuliers. Miss Marple, assise sereinement sous un chapiteau blanc, remuait son thé avec une grâce sans hâte. Ses yeux bleus perçants, encadrés par ses délicates lunettes en fil de fer, ne manquèrent de rien. Elle avait déjà remarqué que Madame Redcliffe, la femme du nouveau vicaire, s'était inquiétée toute la matinée de la disposition des tables, que le major Fanshawe, retiré et profondément ennuyé, avait regardé le gâteau de Madère avec plus d'envie qu'il n'était convenable pour un gentleman, et que la jeune Lucy Bridgerton avait disparu avec une fréquence suspecte dans la tonnelle de rose, probablement pour rencontrer cet inadapté Monsieur Peter Longhurst. La fête elle-même était une démonstration de la charmante vie du village, une tombola, un concours de confiture, une exposition de broderie. Et au centre de tout cela, impossible à manquer, se trouvait Miss Evelyn Marchmont, une femme aussi déplacée à Nethermer qu'une orchidée dans un champ de choux. Evelyn, aux cheveux noirs et lisses et à la civilité raffinée, avait emménagé dans le domaine en ruine de Marston Grange 6 mois plus tôt. Elle était impeccable, distante et, selon la rumeur, elle avait des relations avec la ville. Une expression qui, à Nethermer, avait le même poids que dire qu'on dînait régulièrement avec Lucifer. Alors que la fanfare atteignait un crescendo particulièrement enthousiaste, Evelyn s'avança sur la scène de fortune pour remettre une coupe d'argent pour la meilleure éponge Victoria. Elle sourit, cool, efficace, et leva la tasse bien haut, et puis tout à coup elle chancela. Son corps se tordit étrangement, la tasse tombant au sol avec un bruit strident. Elle s'effondra parmi les pâquerettes et les cris de surprise de la foule, ses gants blancs déjà tachés de quelque chose de bien plus foncé que du thé. Pendant un moment de stupéfaction, personne ne bougea. Puis vinrent les cris et l'inévitable afflux de corps. Le docteur Pembroke, appelé par les cris, se fraya un chemin à coups de coude. Miss Marple resta assise, regardant la scène avec le léger plissement de ses yeux qui, à sa manière calme, signalait une réflexion intense. En quelques minutes, l'annonce fut faite. Miss Evelyn Marchmont était pratiquement morte, et ainsi tout a commencé. Les murmures frénétiques, les regards, les théories murmurées, fleurissant plus vite que les rhododendrons. Au cœur doré d'un été anglais, la paix de Nethermer avait été déchirée. Et quelque part au milieu des pots de confiture et des gâteaux au thé, un meurtrier se tenait souriant. Miss Marple sirotait son thé calmement, son esprit examinant déjà les possibilités. Après tout, c'était simplement la nature humaine. La mort de Miss Evelyn Marchmont s'est propagée à Nethermer plus rapidement qu'un incendie de forêt en été. Avant même que le soleil ne se couche sous les collines, des chuchotements circulaient du presbytère à l'épicier, de la modiste au bureau de poste, chacun racontant, ajoutant une nouvelle tournure imaginative. Au pub Red Lion, devant des pintes de bitter pressées, M. Alfred Weaver, le gros propriétaire aux joues rouges, déclarait à tous ceux qui voulaient l'entendre « Empoisonnez, notez mes paroles. Vous ne vous effondrez pas comme ça juste à cause des nerfs. » Pendant ce temps, à la place du village, Madame Pargeter, dont les talents de bavardeuse n'avaient d'égal que ses talents de broderie, informa solennellement Madame Mullins, la femme du boulanger. « Ce sont des affaires étrangères, si vous me demandez. Tout ce temps qu'Evelyn a passé à l'étranger, Dieu sait quels ennemis elle s'est fait. » Miss Marple, invitée à prendre le thé avec le révérend Redcliffe et sa femme anxieuse,
écoutait avec une douce attention Madame Radcliffe, se tordant les mains, et spéculait sauvagement. C'était une créature tellement mystérieuse. N'est-ce pas Miss Marple, dit la femme du jeune vicaire, la voix légèrement tremblante en passant devant une assiette de scones. Toujours si calme, si privée. On ne l'a jamais vraiment connue. J'ai souvent constaté, dit pensivement Miss Marple, que lorsque les gens font trop attention à ce qu'ils révèlent, c'est parce que ce qu'ils cachent est bien plus intéressant que ce qu'ils montrent. Le révérend Radcliffe, fronçant les sourcils face à cette déclaration, a protesté. Mais c'est sûrement juste un événement naturel tragique, une crise cardiaque peut-être. Le doux sourire de Miss Marple ne trahissait rien. Elle remarqua la légère tache bleue persistante sous les ongles d'Evelyn, lors de l'effondrement, trop faible pour que la plupart des gens puissent la remarquer, mais pas pour quelqu'un ayant une vie d'expérience dans l'observation des petites et terribles trahisons du corps humain. À ce moment précis, l'agent Hughes, jeune et terriblement sérieux, allait de maison en maison, recueillant consciencieusement des déclarations. Dans chaque maison, il fut accueilli par une horreur sympathique et un désir d'aider qui ne faisait que voiler à peine le goût secret des villageois d'avoir un véritable scandale parmi eux. Chez le drapier local, Miss Emily Topham, qui avait un jour vendu à Evelyn un rouleau de soie noire particulièrement pointu, murmura derrière sa main à un client « Vous savez, on l'a vu se disputer avec Monsieur Markham, l'avocat, la semaine dernière, très passionné. Dans la High Street, rien de moins. Et à Marston Grange même, maintenant sombre et silencieuse sous un crépuscule naissant, la gouvernante, Madame Bletchley, pleurait dans son tablier. Elle insistait auprès de qui voulait l'entendre sur le fait que sa maîtresse avait été une bonne femme, gentille à sa manière, et qu'une telle fin était tout simplement monstrueuse. De retour dans son salon soigné, entouré de ses antimacassars tricotés et du tic-tac lointain de l'horloge de grand-père, Miss Marple cousait sereinement un châle bleu pâle. Pourtant, son esprit était tout sauf serein. Elle pensait aux manières précises d'Evelyn Marchmont, à sa mort subite, au frisson du ressentiment qui s'était toujours accroché à elle comme une ombre parmi les villageois. Non, réfléchit Miss Marple en posant soigneusement ses aiguilles. Il ne s'agissait pas d'un décès dû à des causes naturelles. C'était une mort née de la colère. Et la colère, elle le savait, pouvait persister pendant des années, dormant comme des graines sous le sol, attendant que la tempête parfaite la fasse fleurir, et ce n'était que le début. Au lendemain de la mort de Miss Marchmont, Nethermer a tenté sans succès de revenir à la normale. Les magasins ouvraient aux heures habituelles, les cloches de St. Mildred sonnaient, avec autant de fiabilité que jamais, et le comité de la fête de charité, après quelques murmures embarrassés, vota le report des activités ultérieures par respect. Mais sous la surface de la routine du village, une tension palpitait, une conscience électrique que quelque chose de sombre avait remué parmi eux. Miss Marple, pour sa part, ne fit aucune démonstration extérieure d'enquête. Elle accomplissait ses courses quotidiennes avec la même présence modeste que toujours. Un mot doux chez le marchand de légumes, un doux salut au vicaire, un commentaire sur la météo au maître de poste. Pourtant, derrière son extérieur, d'où son esprit établissait des liens et triait les impressions avec une précision impitoyable. Comme on pouvait s'y attendre, l'enquête officielle avait été confiée à l'inspecteur Craddock, un homme aux traits acérés du siège du comté, dont la relation avec Miss Marple était une exaspération affectueuse. Craddock, soucieux de maintenir le décorum professionnel, avait quand même discrètement suggéré au gendarme local « Si vous voyez Miss Marple dans les environs, Hughes, vous pourriez... » Eh bien, garder simplement l'oreille ouverte pour entendre ses pensées. L'agent Hughes, déjà dépassé, hocha solennellement la tête. C'est au magasin du village que Miss Marple a entendu pour la première fois quelque chose de curieux. Madame Ledgeford, la femme de l'épicier, se penchait au-dessus du comptoir, chuchotant, avec urgence à Madame Emmett, une femme fleurie qui élevait des poules. Markham était de bonne humeur, il l'était.
tout rouge au visage et marmonnant à propos de dettes. Evelyne avait les papiers, voyez-vous, les tenait sur lui, petite intelligente qu'elle était. Et voilà le will, siffla Madame Emmett. Elle l'a changé seulement la semaine dernière, vous. Savez, elle a déshérité son neveu, elle l'a fait. Elle a tout donné à une œuvre caritative pour les femmes déchues. Miss Marple, sélectionnant un pot d'oignons marinés avec une apparente absorption, rangea soigneusement cette information. Un neveu méprisé, un avocat en colère à cause des dettes, tout cela était parfaitement normal. De tels ressentiments s'envenimaient souvent tranquillement jusqu'à ce qu'ils s'expriment dans la violence. Plus tard, dans l'après-midi, sous prétexte de livrer un panier de coin, Miss Marple rendit visite à Marston Grange. La maison, un édifice couvert de lierre en retrait de la route, se profilait avec un air de négligence désespérée. Madame Bletchley, pâle et les yeux creux, ouvrit la porte et conduisit Miss Marple dans le salon, encore étrangement intact, depuis le jour de la fête. Les gants d'Evelyne Marchmont étaient toujours soigneusement pliés sur une table d'appoint. Son chapeau à large bord pendait précisément sur le support. « Je pensais juste que vous pourriez avoir besoin d'un peu de réconfort, » dit gentiment Miss Marple en posant le panier. « Ça doit être une période épouvantable pour toi. » Madame Bletchley, qui avait peu de chance d'avoir une oreille compatissante, s'est immédiatement déchargée. « C'était une femme dure, mademoiselle, » dit-elle en se tamponnant les yeux. « Gentille. Parfois à sa manière, mais stricte, je voulais tout comme ça. Et suspect aussi, toujours à clé son bureau à clé, avec ses propres clés. »« Son bureau ?» Miss Marple répéta doucement. « Oui, ce n'était pas comme si elle me faisait confiance, des lettres et autres, toujours en train d'écrire des lettres. » Elle renifla. L'inspecteur a pris toute sa correspondance maintenant. Il a dit qu'il devait l'examiner. « Très bien, » murmura Miss Marple. « C'est étrange combien de fois les lettres en disent plus que ce qu'elles veulent dire. » Elle jeta un coup d'œil autour de la pièce. C'était élégant, certes, mais démodé, délavé. La richesse dont Evelyne avait fait étalage était clairement plus une apparence qu'une réalité, et ceux qui vivent selon les apparences pourraient être particulièrement vulnérables. Alors que Miss Marple se levait pour partir, son regard tomba sur une petite tache presque imperceptible sur le bord du secrétaire. Un anneau de bois plus foncé comme si quelque chose de mouillé s'y trouvait. Impair. Evelyne avait été méticuleuse. Elle n'aurait jamais permis qu'un verre imprudent gâche son précieux bureau. Un autre petit morceau ajouté à la mosaïque qui se formait tranquillement dans l'esprit de Miss Marple. L'inspecteur Craddock avait alors dressé une liste de suspects potentiels. Le neveu, Roger Marchmont. Étant en tête de liste, Roger était un jeune homme maussade d'une trentaine d'années qui vivait au-dessus de ses moyens et était connu pour fréquenter des hippodromes à la réputation douteuse. Lorsque Craddock lui rendit visite dans la modeste auberge où il logeait, la réponse de Roger fut indignée mais peu convaincante. Tant Evelyne était un tyran, avoua-t-il en se prélassant avec insolence dans un fauteuil en cuir. Mais je ne la tuerai pas. C'est vraiment ridicule. Vous avez récemment été exclu de son testament, fit remarquer Craddock. Roger fronça les sourcils. Ce n'est pas un motif de meurtre. Si tous les parents déshérités empoisonnaient leur tante, l'Angleterre serait un désert. L'inspecteur n'a pas été amusé. Il remarqua les regards évasifs et le caractère colérique de Roger. Mais Miss Marple, écoutant plus tard le récit du gendarme Hughes, haussa un sourcil délicat. Roger Marchmont est précisément le genre de jeune homme qui pourrait parler impulsivement de meurtre, a-t-elle déclaré. Mais je ne pense pas qu'il soit du genre à avoir la patience ou le courage pour le poison. L'agent Hughes cligna des yeux. « Alors qui, madame ?» Miss Marple sourit doucement. « Oh, mon cher garçon, nous devons chercher quelqu'un qui comprend les apparences. Quelqu'un qui sait comment faire paraître une mort inévitable. » Et pourtant, il y avait cette tache, cette curieuse et inexplicable sonnerie humide sur le secrétaire. Le lendemain matin, un nouvel aliment a été apporté au feu. Une lettre, anonyme, griffonnée d'une main tremblante, a été glissée sous la porte du presbytère.
Elle en savait trop sur trop de gens, il a lu. Si vous voulez la vérité, regardez ceux qu'elle a menacé de dénoncer. Le village bouillonnait de nouveau de spéculations. Qui avait des secrets pour lesquels il valait la peine d'être tué? Qui avait été assez désespéré, assez terrifié pour frapper? Miss Marple, faisant sa promenade matinale habituelle dans les ruelles, s'arrêta près de l'étang du village, où les canards cancanaient sereinement, inconscients de la folie humaine. Elle repensa à tout ce qu'elle avait observé au fil des années. Les jalousies, les petits affronts, les passions cachées que les petites communautés cultivaient aussi naturellement que les roses d'été. Non, Evelyn Marchmont n'était pas morte à cause d'une simple dispute ou d'une mesquine rancune. Elle avait été silencieuse. La question, bien sûr, était de savoir par qui et dans combien de temps frapperait-il à nouveau, car à vrai dire, Miss Marple le savait, elle se contentait rarement de rester enterrée. Et à Nethermère, le sol remuait déjà. L'inspecteur Craddock croyait à l'avantage de sélectionner rapidement les suspects, non par impatience, mais par prudence. Une enquête pour meurtre dans un village tranquille pourrait se transformer en un carnaval de théories si elle n'est pas gérée de manière rigoureuse. Ainsi, alors que Roger Marchmont était déjà soupçonné, Craddock a pris la décision tactique de concentrer son enquête. Motifs financiers, ressentiment évident et proximité. A-t-il expliqué au gendarme Hughes ce matin-là au bureau du commissariat? Nous ne courons pas après des fantômes. Nous courons après des probabilités. Et le poison, monsieur? Demanda Hughes, incertain. Le docteur Pembroke a dit qu'il s'agissait peut-être de digitaline, prise dans du thé. Craddock hocha la tête. Un composé assez courant dans les ménages possédant des jardins comme Marston Grange, et facile à dissimuler dans une tasse de Ceylan fort. Roger Marchmont a été de nouveau convoqué, cette fois au commissariat. Il est arrivé vêtu d'un costume qui n'avait pas été repassé depuis des semaines, et d'un regard noir qui pourrait faire cailler le lait. « Je vous l'ai dit, j'étais à la fête comme tout le monde, a-t-il lancé. Je ne me suis pas approché de son thé. En fait, j'ai évité tante Evelyne tout l'après-midi. Et pourtant, a déclaré Craddock en tapant sur ses notes, vous avez été vu en train de converser tranquillement avec elle plus tôt dans la semaine en public. Des témoins se souviennent de voix élevées. Roger hésita. Elle m'avait convoqué. Elle m'a dit qu'elle voulait mettre de l'ordre dans ses affaires avant que son testament ne soit réécrit. Elle m'a proposé une petite somme pour éviter les ennuis, comme elle l'a dit. Mais quand j'ai refusé, elle m'a complètement exclu. Elle a prétendu que j'étais ingrat. L'avez-vous menacé? J'étais en colère, pas meurtrier, grogna Roger. Et franchement, je pense qu'elle appréciait le drame, toujours à jouer au marionnettiste, même dans ses derniers jours. La nouvelle de la deuxième interview de Roger s'est rapidement répandue, malgré les efforts de discrétion de Craddock. Au Red Lion, les clients sirotèrent leur bière avec une innocence exagérée, tout en discutant du neveu gaspilleur, avec une joie à peine déguisée. C'est le genre de personne, marmonna M. Ellison, un ancien employé des chemins de fer. Ces jeunes hommes oisifs qui n'ont rien à montrer à part des vêtements soignés et des dettes. Cela finit toujours par une tragédie. Mais Miss Marple, qui sirotait un verre de limonade dans le coin douillet avec Madame Dane du comité de la bibliothèque, n'était pas convaincue. « Roger Marchmont est peut-être stupide, dit-elle doucement, mais je ne pense pas qu'il soit assez intelligent. Et le poison est l'arme d'un lâche, ou bien celle d'un penseur. » Madame Dane, ajustant son châle, cligna des yeux. « Alors tu penses que ce n'était pas lui? Je pense que nous sommes censés penser que c'était lui. » L'attention de Miss Marple s'était récemment portée sur quelqu'un de beaucoup moins évoqué, M. Lionel Markham, l'avocat du village. Homme extrêmement privé, aux cheveux argentés clairsemés et à l'expression perpétuellement tourmentée, Markham s'occupait des affaires de Miss Marchmont depuis des années. Il assistait rarement aux réceptions sociales, à l'exception des plus obligatoires, et même dans ce cas, il partait tôt. Ce n'est que grâce à l'observation attentive de Miss Marple qu'elle se souvint de l'avoir vue à la fête, parlant avec Evelyne quelques instants avant qu'elle ne monte sur scène. Une chose curieuse.
Le même après-midi, Miss Marple se rend chez le notaire sous le modeste prétexte d'une question juridique concernant la mise à jour de son testament. Monsieur Markham, courtois mais visiblement inquiet, l'a conduite dans une pièce tapissée de livres qui sentait légèrement le tabac et le vieux tapis. « J'ai toujours préféré garder les choses en ordre », dit agréablement Miss Marple en rangeant ses gants dans son sac à main. « On ne sait jamais, n'est-ce pas ?»« Tout à fait vrai », dit Markham en jouant avec un stylo en argent. « Eh bien, sûr, il y a tellement de désagréments ces jours-ci. On entend parler de testaments modifiés à la dernière minute, contestés par des proches déçus. J'espère que ce n'était pas le cas de la pauvre Miss Marchmont. » Le sourire de Markham s'effaça. Mademoiselle Marchmont a été décisive. J'ai rédigé son Nouveau Testament selon ses instructions et j'ai envoyé un exemplaire final pour signature, 3 jours avant la fête. Sitôt, Miss Marple haussa les sourcils, et après avoir coupé son neveu, j'entends. Markham cligna des yeux. Ce n'était pas mon souci, Miss Marple. Les clients peuvent faire ce qu'ils veulent. Je suppose. Que oui, murmura-t-elle. Même si j'imagine que gérer de tels changements a demandé beaucoup de travail. Et juste avant sa mort aussi, Markham se leva trop vite de sa chaise. S'il n'y a rien d'autre... Oh, j'ai fini, merci, dit Miss Marple en se levant avec une grâce tranquille. Mais en partant, elle laissa son regard s'attarder sur un petit objet près de la cheminée. Un plateau à thé avec une seule tasse et une cuillère à café toujours posée sur la soucoupe. Un léger anneau brun s'était formé en dessous sur le bois. Alors M. Markham a bu du thé dans son bureau, ou peut-être que quelqu'un d'autre l'avait fait. Pendant ce temps, la rumeur commençait à se tourner vers une autre figure, Lucy Bridgerton, la nièce du vicaire. Jeune charmante et fraîchement revenue d'1 an à Paris, Lucy avait déjà fait sourciller avec son flirt avec Peter Longhurst, un artiste local avec plus d'ambition que de revenus. Ce qui a attiré les soupçons, ce ne sont pas les manières de Lucy, qui étaient impeccables, ou sa famille tout à fait respectable, mais plutôt une seule conversation entendue. Madame Pargeter, cette grande prêtresse de Nethermer qui espionnait, avait entendu Lucy dire un peu trop brusquement « Elle ne me donnera jamais son approbation. » Alors pourquoi devrais-je me soucier de ce qui lui arrive? Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour faire remuer les langues. Miss Marple, entendant cela, se rendit à pied à Saint Mildred, sous prétexte de déposer des châles tricotés pour la campagne caritative. Elle trouva Lucy en train d'arranger des fleurs sur l'autel. « Vous faites cela très gentiment, ma chère, » dit Miss Marple en souriant. « Evelyn Marchmont se souciait beaucoup de la rotation des fleurs, n'est-ce pas ?» Lucy leva les yeux, surprise. « Oh oui, elle avait des opinions bien arrêtées. Elle avait des opinions bien arrêtées, surtout. » « Tu ne t'entendais pas avec elle. »« J'ai essayé, » dit Lucy en baissant la voix, « mais elle était contrôlante. Quand je suis revenu de Paris, elle m'a traité d'indulgent. Elle a dit que je ne me marierais jamais bien avec ces idées-là. Et quand elle a entendu parler de Peter, elle s'est opposée. Elle l'a traité de commun. Elle a dit que je gâchais ma vie. » Miss Marple hocha doucement la tête. Et pourtant, elle a finalement tout laissé à la charité. Plutôt, une gifle à tous ses proches, n'est-ce pas? Les lèvres de Lucy se sont amincies. C'était cruel, mais c'était une femme cruelle. Plus tard dans la soirée, Miss Marple réfléchit à ce qu'elle avait appris. Roger. En colère et exclu, oui, mais impulsif. Trop impulsif. Markham, réservé et sous pression. Accès à la volonté, peut-être plus. Lucy, passionnée, frustrée, peut-être imprudente. Pierre, à moitié trop charmant, et visiblement absent depuis le jour de la fête. 3 motifs possibles. L'argent, le ressentiment, la rébellion. Elle se leva, se dirigea vers son bureau et en sortit une feuille de papier. Dans une écriture soignée, elle a commencé à énumérer des noms et des dates, des observations et des symboles, une carte élégante des courants sous-jacents du village. Elle dessina une petite fleur à côté du nom de Lucy, puis hésita. Une larme était tombée sur le bord du papier. Non par émotion,
Miss Marple s'autorisait rarement une telle indulgence, mais par souvenir. Il y a des années, dans un autre village, une autre jeune femme avait été critiquée, méprisée et finalement poussée au désespoir. Il y avait eu du poison à cette époque aussi. L'histoire, pensait Miss Marple, avait la terrible habitude de se répéter, surtout quand personne n'y prêtait attention. La question n'était pas seulement de savoir qui pourrait les faits, c'est lui qui a eu la patience tranquille d'attendre l'occasion parfaite. Le lendemain de ces paisibles réflexions, Miss Marple a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis plusieurs années. Elle a visité les archives historiques locales de la bibliothèque. Pas par nostalgie ni par recherche, mais parce que le passé, avait-elle toujours découvert, avait une manière particulière de tirer sur le présent. La bibliothèque de Nethermère était modeste, nichée entre l'apothicairerie et la boucherie, avec des fenêtres poussiéreuses et un encadrement de portes tordues. À l'intérieur, les étagères étaient remplies des suspects habituels, des cantiques, des romans, des almanachs agricoles dépassés, et nichés dans un coin tranquille, 3 rangées de documents locaux et de mémoires privées, offerts par des villageois décédés depuis longtemps. Miss Marple n'avait pas besoin de l'aide du bibliothécaire. Elle se dirigea avec détermination vers les registres qu'elle cherchait. Un recueil de correspondances de Women's Aid, datant des années 1920, qu'Evelyn Marchmont avait édité sous son nom de jeune fille, Evelyn Hargrave. C'était une note de bas de page à peine murmurée dans son passé, mais dont Miss Marple s'était souvenue, qu'Evelyn avait passé plusieurs années à Londres à travailler pour des causes caritatives avant de se marier pour gagner de l'argent. Cela semblait peu important, jusqu'à ce que Miss Marple se souvienne de la lettre anonyme qui avait été glissée sous la porte du presbytère. Elle en savait trop sur trop de gens. Evelyn Hargrave avait connu la souffrance, les secrets et la honte. Elle avait écrit des lettres au nom de femmes qui n'avaient nulle part où se tourner. Et maintenant, dans son dernier acte, elle avait fait don de tout ce qu'elle possédait à un organisme de bienfaisance, aidant les femmes en difficulté. Un écho de cette vie antérieure. Il y avait quelque chose de significatif dans ce geste, quelque chose de personnel. Et les gens, pensa Miss Marple, tuent pour des raisons personnelles. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock était de plus en plus frustré. Le rapport initial du coroner était revenu, confirmant un empoisonnement, au digital, administré dans du thé probablement dans l'heure suivant le décès. La police avait saisi des tasses de la fête et les avait testées, mais aucune ne contenait suffisamment de résidus. Quelqu'un avait nettoyé la tasse ou l'avait échangée, probablement quelques instants après l'agitation. Cela désignait un proche, quelqu'un de calme sous la pression. Roger n'avait ni l'une ni l'autre qualité, et pourtant, le testament était authentique, signé et attesté quelques jours avant la mort d'Evelyn. L'association bénéficiaire avait déjà été contactée et semblait aussi surprise que tout le monde. Craddock griffonnait furieusement dans son carnet. D'où venait le poison? Qui a préparé le thé? Il a envoyé Hughes réinterroger les bénévoles de la cuisine de la fête. L'une d'elles, une jeune fille timide nommée Mary Felton, s'est finalement souvenue de quelque chose d'étrange. « J'ai vu Monsieur Longhurst. »« Monsieur, dit-elle en tordant son tablier. »« L'artiste. Il était près de la tente de rafraîchissement juste avant le jugement. Il a dit qu'il allait chercher un plateau pour Miss Marchmont. »« L'avez-vous vu lui donner le thé ?»« Non, monsieur. Mais il avait une tasse. Puis il est parti, il n'est pas resté. » Craddock fronça les sourcils. Peter Longhurst était notamment absent depuis le jour du meurtre. Il a affirmé être hors de la ville, mais n'a pas répondu aux demandes de renseignements ultérieures. « Nous devrons le trouver, » marmonna Craddock d'un air sombre. « Maintenant. » Mais Miss Marple ne pensait pas à Peter Longhurst. Elle pensait à la papeterie. Plus précisément, elle pensait à l'écriture d'Evelyn Marchmont. Après sa visite aux archives, elle retourna dans son salon et sortit le bulletin du village, du mois précédent, dans lequel Evelyn avait écrit une courte lettre au rédacteur en chef, une réprimande typique du manque de ponctualité des jeunes. Le ton était sans équivoque.
Vif, efficace, impitoyable. Elle le compara à la note anonyme reçue après la fête. La différence était subtile, mais là. L'inclinaison des T, les boucles fermées sur les D. Assez similaire pour passer un examen minutieux, mais pas pour son œil exercé. Miss Marple sortit sa loupe et regarda à nouveau. L'encre sur la note anonyme était plus claire par endroits, interrompue comme si elle était écrite d'une main tremblante, ou par quelqu'un qui avait récemment appris à reproduire le style original. Un faux billet donc, mais par qui? Elle avait besoin d'un échantillon de quelqu'un qui avait des raisons de se protéger. Quelqu'un qui avait été sous l'œil vigilant d'Evelyn. Cet après-midi-là, Miss Marple s'est promenée, apparemment pour admirer les roses trémières le long de Brook Lane, et s'est arrêtée au cottage des Bridgerton. Lucy ouvrit. La porte surprise mais agréable. « Miss Marple, voudriez-vous de la limonade? Nous sommes juste en train de ranger. »« Je ne vous garderai pas longtemps, » sourit Miss Marple. « Je voulais simplement vous remercier encore une fois pour ces violettes que vous avez laissées sur l'autel de l'église dimanche dernier. Très jolies. »« Oh, merci. » Lucy rayonna. « Voudriez-vous écrire le nom du fleuriste pour moi? Je voulais leur envoyer un mot. »« Bien sûr. » Lucy se dirigea vers une table d'appoint et prit un stylo. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Lucy hésita, cligna des yeux puis fouilla dans un tiroir et en sortit un autre stylo. Elle griffonna le nom et l'adresse dans son écriture élégante et frisée. Miss Marple plia le mot et la remercia chaleureusement. De retour à la maison, elle a placé l'écriture de Lucy à côté de la lettre anonyme. Les deux étaient différents, entièrement. Pas Lucy, donc. Mais ce qui avait davantage attiré l'attention de Miss Marple était le premier stylo, celui que Lucy hésitait à utiliser. Un stylo plume, avec la plus petite tache d'encre violette encore sur la plume, et la lettre. Anonyme n'avait-elle pas été écrite à l'encre violette? Intéressant. Miss Marple a récupéré une autre enveloppe, celle-ci oblitérée par la poste de Peter Longhurst, datée de 6 mois plus tôt, dans le cadre d'un appel public à la collecte de fonds. Sa lettre était à l'encre violette. Ce qui signifiait que 2 personnes l'utilisaient, ou je l'ai partagé. Elle repensa à la conversation de la fête. Evelyn avait parlé à Markham. Roger était visible et impoli. Lucy, intelligente et frustrée. Et puis il y avait Peter, absent et porté disparu. Trop pratique. Il était temps, pensa-t-elle, de mener sa propre enquête. 2 jours plus tard, Miss Marple a pris le train pour Bracknell, où Peter Longhurst aurait loué un studio. Elle est arrivée en milieu d'après-midi et l'a trouvé en train de peindre un paysage de lande sinistre, avec un flair gêné. « Miss Marple, dit-il, surpris mais parvenant à sourire. « C'est une surprise. J'espère que je ne suis pas intrusif, dit-elle agréablement. « Eh bien, je suppose que non. Du thé? Seulement si tu ne l'as pas empoisonné, répondit-elle, gentiment. Peter se raidit. « Ce n'est pas drôle. Non, ce n'est pas le cas, dit-elle en posant son sac à main. Mais j'étais curieux. Mary Felton vous a vu apporter une tasse de thé à Evelyn Marchmont. Puis, vous avez complètement quitté. La fête. Je ne me sentais pas bien. Tellement malade, vous avez fui le village pendant 1 semaine. Peter pâlit. Ce n'est pas le cas. Écoutez, je ne l'ai pas tuée. J'étais en colère, oui. Elle a menacé de me ruiner. Elle a dit qu'elle avait des lettres, preuve que j'avais emprunté de l'argent à Lucy et que j'en avais abusé. Elle voulait que j'en finisse avec elle. « Alors tu as empoisonné son thé ?» demanda Miss Marple, d'un ton doux mais pointu. « Non, je ne le ferai pas. Écoute, j'ai laissé la tasse. Quelqu'un d'autre a dû la ramasser. Et la lettre ?» Miss Marple a sorti le message anonyme de son sac à main. « Écrit avec votre encre, assez distinctif. » Peter le regarda et jura dans sa barbe. « J'ai laissé ce stylo chez Lucy. Elle dessinait les fleurs de l'hôtel et l'utilisait. »« Ah !» dit Miss Marple, tranquillement triomphante. « Donc vous l'avez utilisé tous les deux. Mais Lucy a ses défauts, monsieur Longhurst. Elle est jeune, têtue, mais pas calculatrice.
et certainement pas assez subtil pour forger un avertissement. « Anonyme !» Pierre n'a rien dit. Miss Marple se leva. « La police voudra vous reparler. Je vous suggère de coopérer. Très peu de meurtriers parviennent à masquer leurs erreurs. » Et alors qu'elle quittait le studio, l'expression sur le visage de Peter Longhurst n'était plus celle d'un artiste lésé, mais celle d'un homme au bord de la panique. Nettermer, toujours pittoresque, avait repris ses rituels à une vitesse déconcertante. Le boulanger reprit ses livraisons, le curé retourna à ses sermons et Madame Pargeter, ayant épuisé ses théories sur Roger Marchmont, tourna désormais ses soupçons vers Lucy Bridgerton et ses airs parisiens troublants. Mais sous le bourdonnement de la vie du village, la tension sous-jacente s'est intensifiée. Peter Longhurst était enfin revenu à Nettermer. Il marchait avec une désinvolture forcée dans la rue principale, mais Miss Marple remarqua la façon dont ses yeux se tournaient vers les fenêtres et les portes, la façon dont ses épaules se tendaient à chaque fois que quelqu'un le saluait. Ce n'était pas l'attitude d'un homme qui n'avait rien à cacher, c'était la posture de quelqu'un qui attend son jugement. Et Peter avait de nombreuses raisons d'être jugé. Cela était devenu clair. Miss Marple était assise tranquillement, sur le banc d'angle de St. Mildred's le dimanche suivant, tricotant sans enthousiasme, pendant que son esprit tournait comme une bobine bien huilée. Elle avait toujours dit qu'on apprenait bien plus dans une église que dans une salle d'audience. Les gens, après tout, n'étaient jamais plus vulnérables que lorsqu'ils essayaient de paraître respectables. De son siège, elle pouvait tous les observer. Lucy Bridgerton entra avec son oncle, la tête baissée mais le menton légèrement relevé. La congrégation l'observait désormais de près, sa curiosité mal masquée par la piété. Elle sourit faiblement, mais ses yeux trahissaient une lassitude croissante. Pas de culpabilité, pensa Miss Marple, de l'épuisement. La lassitude de quelqu'un piégé par les décisions des autres. Puis est arrivé M. Markham, comme toujours, ponctuel. Costume légèrement trop chaud pour la saison, serviette à la main, bouche ouverte dans une ligne sinistre. Il était assis 2 rangées derrière Lucy, sans jamais lever la tête. Selon Miss Marple, il ne s'agissait pas là d'une négligence, mais d'un évitement délibéré. Et Roger Marchmont? Nulle part à voir. C'est ensuite, au tour de gâteau dans le jardin du presbytère, que Miss Marple a tenté sa chance. Elle s'est assise à côté de M. Markham et lui a offert une assiette de petits pains aux groseilles. « J'admire la cohérence, » dit-elle doucement. « Cela doit être un défi de gérer les affaires de chacun avec autant de discrétion. » Markham fut un sourire poli. C'est parfois plus de l'art que de la science, je l'imagine, surtout quand les affaires impliquent des testaments altérés, des héritiers mécontents et, dirons-nous, des héritages moralement compliqués. Son sourire se figea. « Miss Marple, j'espère que vous n'insinuez pas si... »« Oh non, » dit-elle gentiment. « J'observe simplement, comme la façon dont le testament final d'Evelyn Marchmont a été constaté par Madame Bletchley et votre greffier. Tous deux sont, dirons-nous, dans votre orbite professionnelle. » Markham déposa son gâteau de thé non mangé. Elle voulait que cela soit fait rapidement, a-t-il déclaré. Elle était assez ferme. Et pourtant, vous n'avez jamais remis en question son timing. Quelques jours avant un événement public où elle pourrait mourir subitement, il la regarda. Êtes-vous en train de suggérer que je l'ai empoisonnée? Non, dit Miss Marple. Je pense que vous êtes un homme qui valorise l'ordre, ce qui signifie que vous ne risqueriez jamais quelque chose d'aussi chaotique qu'un meurtre à moins que le désordre lui-même ne vous menace. Son sang-froid s'est brisé, juste légèrement. Elle allait me ruiner. Je le pensais. Markham détourna le regard vers l'église, où le clocher projetait une longue ombre l'après-midi. Elle a découvert que j'avais détourné des fonds, il y a des années, lorsque je gérais la succession de son défunt mari. C'était discret, subtil, à peine traçable, mais elle a trouvé des documents. Elle voulait me dénoncer. Elle a dit qu'il était temps que je récolte ce que j'avais semé.
et c'est ainsi que vous l'avez convaincu de réécrire son testament, dit doucement Miss Marple, pour tout laisser à un organisme de bienfaisance plutôt qu'à la famille, en supprimant la probabilité qu'un héritier le conteste. Le tout est lié dans un joli petit nœud. Ensuite, je ne l'ai pas tué. Sa voix était rauque. Non, acquiesça Miss Marple. Mais tu étais proche, plus proche que tu voudrais qu'on le croie. Elle se leva lentement. Vous ne l'avez peut-être pas empoisonné, monsieur Markham, mais vous avez donné à quelqu'un d'autre le motif et la couverture pour le faire. Et peut-être plus que cela, vous avez peut-être aidé sans vous en rendre compte. Ce soir-là, Roger Marchmont réapparut dans le village. Il arriva mal rasé, affalé, sentant légèrement le whisky, et frappa bruyamment à la porte du raid, liant jusqu'à ce qu'Alfred Weaver grogne jusqu'en bas et le laisse entrer. Miss Marple en a entendu parler le lendemain matin, grâce à Madame Emmett, qui se trouvait par hasard à promener son terrier à cette heure-là et a vu ce garçon puant, le péché de Londres. Mais ce qui intéressait le plus Miss Marple n'était pas le comportement de Roger, mais la raison pour laquelle il était revenu. Elle le trouva dans le jardin du pub, fumant une cigarette, avec une amertume qui n'avait pas l'air neuve. « Miss Marple, dit-il sans surprise, tu viens m'accuser encore ? Non, dit-elle. Je suis venu te demander pourquoi tu es ici. Roger regarda la haie. Elle ne m'a rien laissé. Pas une livre. Tu le savais. Ça ne fait pas moins mal, elle. S'assit à côté de lui. Tu n'avais aucune idée de qui elle était vraiment, n'est-ce pas? Il cligna des yeux. Quoi? Elle n'était pas seulement ta tante. Elle était Evelyn Hargrave avant d'être Evelyn Marchmont. Le saviez-vous? Non. Qu'importe. C'est important, dit doucement Miss Marple, parce que quelqu'un le savait. Et quelqu'un craignait ce qu'elle savait en retour. Roger écrasa la cigarette. Tu veux dire les lettres? Le cœur de Miss Marple fit un léger bond. Alors toi as fait savoir. Je l'ai entendu se disputer avec quelqu'un dans son salon la veille de sa mort, dit catégoriquement Roger. Je n'ai pas saisi chaque mot, juste assez pour entendre quelque chose à propos d'une lettre. À propos de l'exposition. Je pensais qu'elle faisait chanter quelqu'un. L'était-elle? Aucune idée. Je n'ai pas eu de nom. Miss Marple hocha la tête. Alors vous devez parler à l'inspecteur. Maintenant. Vers la fin de la semaine, les fils ont commencé à se resserrer. Peter. Longhurst était revenu au village, mais était clairement nerveux. Lucy avait commencé à se retirer des rassemblements publics. La façade polie de Markham montrait de nouvelles fissures. Puis vint la pluie. Il a plu pendant 2 jours d'affilée, détrempant les champs et coulant en ruisseaux le long des ruelles pavées de Nethermer. Le ciel restait couleur d'étain, et les gens murmuraient que c'était de mauvais augure toute cette eau si peu de temps après un décès. C'est pendant la tempête que Miss Marple reçut une visite. Madame Bletchley, la gouvernante d'Evelyn Marchmont. Elle arriva trempée, le châle de travers, le visage tiré. « Je dois en parler à quelqu'un, » murmura-t-elle. « J'aurais dû le dire à la police, mais... » Miss Marple l'attira à l'intérieur et l'enveloppa dans un plaid en laine sèche. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Madame Bletchley frissonna. C'était le thé. Je ne pensais pas que cela importait. Mais maintenant, je ne peux plus dormir. Le plateau, le jour de la fête, je l'avais préparé pour Miss Marchmont. Mais j'ai vu Lucy échanger la tasse, juste avant de monter sur scène. J'ai trouvé ça étrange. « Tu es sûr que c'était Lucy ?»« Oui. Elle a dit que Miss Marchmont préférait le sien plus fort. » Miss Marple remuait son thé, pensive. « Est-ce que Lucy a apporté elle-même le thé à Miss Marchmont ?»« Non. Elle a donné le plateau à Peter Longhurst. Il a dit qu'il allait par là. » Alors Lucy toucha le thé. Puis Pierre, puis Evelyn, une chaîne de main. Et quelque part dans cette chaîne, le poison. Mais Miss Marple soupçonnait déjà que le poison avait été préparé bien avant la fête, peut-être même avant le testament. Il restait encore un nœud. Elle sortit une feuille de papier et écrivit un nom en haut, puis elle l'a souligné. Pas Lucy, pas Pierre, pas Roger, Éléonore Bletchley. Elle leva les yeux vers la femme qui se réchauffait près du feu.
Vous étiez fidèle, n'est-ce pas? Dit Miss Marple d'une voix douce. Mais la loyauté a ses limites. Les yeux de Madame Bletchley se remplirent de larmes. Elle allait tout donner, à des étrangers, après lui avoir donné ma vie. Je l'ai servie pendant 30 ans, et elle m'a appelé serviteur dans son testament. Pas un ami, pas une famille, juste du personnel. Et donc tu as préparé le thé toi-même ce matin-là, fort, avec la digitale du jardin. Madame Bletchley sanglotait, je ne voulais pas dire. Elle n'était pas censée mourir comme ça. J'ai juste réfléchi un peu, pour la rendre malade, lui faire peur, la faire voir. Miss Marple tendit la main et lui prit la main. Ce n'est jamais juste un peu. C'est le problème du poison. Dehors, la pluie avait cessé, et à l'intérieur, la tempête aussi se terminait enfin. L'inspecteur Craddock est arrivé au cottage de Miss Marple juste avant le crépuscule, son manteau, trempé par une averse soudaine qui s'était faufilée au-delà de la promesse d'un ciel clair de la matinée. Il portait avec lui le poids d'une autre nuit d'insomnie et le profond soupçon que les pièces du puzzle qu'il était en train d'assembler venaient d'être secouées dans un nouveau désordre ahurissant. « Elle a avoué » demanda-t-il, debout près de la cheminée pendant que Miss Marple versait du thé. « Elle a pleuré » corrigea doucement Miss Marple. « Il y a une différence. Des regrets, pas des calculs. » Craddock prit le thé en hochant la tête, mais ne but pas. « Tu penses qu'elle ment ?»« Non, » dit Miss Marple. « Je crois que Madame Bletchley a ajouté quelque chose au thé, mais je ne crois pas qu'elle était la seule à vouloir la mort d'Evelyn Marchmont. » Craddock fronça les sourcils. « Tu penses que quelqu'un d'autre l'a aussi altérée ? Je pense que quelqu'un a vu ce qu'elle a fait et l'a utilisé. Une seconde main, inspecteur, un deuxième motif. Bien plus dangereux que le premier. » Craddock s'assit lourdement. « Je deviens trop vieux pour les énigmes avec 2 coupables. » Miss Marple sourit gentiment. « Mais celui-là est plutôt élégant. Tu ne trouves pas? Un meurtre caché dans un autre. » Le lendemain matin, une nouvelle tragédie s'est produite à Nethermer, et l'enquête s'est révélée d'une nouvelle urgence. Peter Longhurst a été retrouvé mort. Son corps a été découvert affalé sur sa chaise d'atelier, une toile inachevée devant lui et une tasse de thé à ses côtés. Le gendarme qui l'a trouvé a d'abord supposé qu'il s'était endormi, jusqu'à ce que la pâleur cireuse de sa peau et le léger parfum d'amande trahissent une vérité plus sombre. Cyanure. Rapide, brutal, indubitable. L'inspecteur Craddock a été appelé immédiatement. Il a reçu une visite tard hier soir, l'informa le propriétaire du studio. J'ai entendu les voix discutantes, un peu étouffées. Puis ça s'est calmé. Avez-vous vu qui c'était? Non, désolé, juste des ombres. Craddock s'accroupit à côté du corps. La tasse à thé était en porcelaine délicate, peinte de violette, familier, identiques à ceux utilisés lors de « C'est la fête ». L'inspecteur se redressa lentement, la froide prise de conscience prenant forme. Ce n'était pas un suicide. La nouvelle de la mort de Peter s'est répandue à travers Nethermer, comme une traînée de poudre fouettée par le vent. Pour beaucoup, cela semblait une fin appropriée, un homme soupçonné de meurtre rencontrant son propre sort soudain. Mais Miss Marple lisait entre les lignes. Au Red Lion, Madame Pargeter a rendu son verdict. Justice poétique, comme dans les tragédies grecques. Une mort en engendre une autre. Miss Marple a simplement remué son thé. À Saint Mildred, le vicaire a prié pour l'âme de Pierre et a rappelé à la congrégation que « La vengeance est à moi, dit le Seigneur. » Et au bureau du notaire, M. Markham aurait verrouillé sa porte et renvoyé son commis chez lui pour la journée. Miss Marple trouva Lucy Bridgerton près de l'étang, près de la lisière du village, assise sur le banc humide dans sa robe d'église, maintenant éclaboussée de boue. Ses cheveux étaient trop tirés en arrière, comme si elle essayait de se retenir par la force. « Vous ne devriez pas sortir dans le froid, » dit doucement Miss Marple. Lucy tourna la tête, les yeux gonflés. « Il est mort, et tout le monde pense que je l'ai empoisonné. As-tu » La bouche de Lucy s'ouvrit en un souffle coupé. « Non, je l'aimais. » La voix de Miss Marple resta calme.
Vous saviez qu'il avait des défauts. Il vous a emprunté de l'argent. Vous a menti. Il a caché des choses. Lucie tressaillit. Mais je lui ai pardonné. Il essayait de s'améliorer. Il a dit qu'il irait tout droit, qu'il recommencerait à zéro. Miss Marple était assise à côté d'elle. A-t-il déjà mentionné les lettres d'Evelyn? Lucie cligna des yeux. Quelles lettres? Ceux qui pourraient détruire les réputations, révéler des affaires, des tromperies financières, des secrets destinés à rester enterrés. Lucie secoua la tête, perplexe. Il a dit qu'Evelyn avait quelque chose sur lui, mais je ne savais pas que c'était plus que ça. Elle avait quelque chose sur beaucoup de gens, dit doucement Miss Marple. C'est pourquoi elle est devenue une cible. Elle se leva. Lucie, ma chère, la mort de Peter n'était peut-être pas une question de vengeance. C'était peut-être une question de silence. L'inspecteur Craddock a reçu le rapport toxicologique plus tard dans la journée. Dose mortelle de cyanure de potassium, lut-il à haute voix, ingérée dans du thé. Aucun signe de nourriture ou autre altération. Des empreintes digitales. Propres, les siennes. Il fronça les sourcils. Mais c'était rapide, clinique. Il n'a pas souffert. Il n'était pas censé le faire, a déclaré Miss Marple, arrivant juste au moment où il avait terminé. Celui qui l'a tué voulait que les détails soient réglés rapidement. Vous pensez qu'il a été réduit au silence? Oui, et je pense que cela a été fait par quelqu'un qui a orchestré tout cela avec beaucoup de soin. Quelqu'un d'assez intelligent pour laisser les autres paraître coupables alors qu'ils passent inaperçus. Craddock tapota son crayon sur le bureau. Marham? Miss Marple hésita. Il est impliqué, mais je ne suis pas sûr qu'il ait le courage de commettre un meurtre. Et Lucie, elle est blessée, pas impitoyable. Craddock soupira. Alors qui? Miss Marple tourna son regard vers la fenêtre, où les nuages commençaient à s'éclaircir. Parfois, la réponse ne réside pas dans ce qui est fait, mais plutôt dans la question de savoir à qui profite le silence qui s'ensuit. Miss Marple traversa le village à pas réguliers, son esprit reconstituant les derniers mouvements d'une danse compliquée. Elle ne s'est arrêtée qu'une seule fois, devant le bureau caritatif qui avait reçu la succession d'Evelyn Marchmont. Un bâtiment modeste, discret, sans aucune trace de visiteurs récents, elle a frappé. Une jeune femme ouvrit la porte. « Puis-je vous aider? Je me demande si vous pourriez me dire qui a géré les documents de succession au nom du Legs Marchmont. Oh, bien sûr. Un certain monsieur Markham les a livrés lui-même. Et, oh oui, une madame Redcliffe, l'épouse du vicaire, a été témoin du transfert. Elle a aidé avec les formalités légales. Très gentille de sa part. » Miss Marple cligna des yeux. « Madame Redcliffe? Oui. Elle fait parfois du bénévolat avec nous. Elle travaillait dans l'administration sociale, je crois. » Miss Marple remercia la femme et se détourna lentement, le cœur battant soudainement. Madame Redcliffe, la femme du vicaire, si calme, tellement utile, tellement près, et jusqu'à présent complètement négligée. Ce soir-là, Miss Marple s'est arrêtée au presbytère. Madame Redcliffe la salua chaleureusement, bien que nerveusement. « Mademoiselle Marple, comme c'est inattendu. J'espère que je ne suis pas importun. J'espérais un mot. » Ils étaient assis dans le salon. Un feu crépita. Le thé fut servi. « Vous devez être terriblement fatigué, » dit doucement Miss Marple. « Toute cette tragédie, et cela peu après votre arrivée à Nethermere. Cela a été difficile, » a admis Madame Redcliffe. « Je n'aurais jamais imaginé que n'importe qui le découvrirait, » demanda gentiment Miss Marple. Madame Redcliffe se figea. « Découvrir quoi? Que vous connaissiez Evelyn Marchmont bien avant de venir ici. Quand elle s'appelait Evelyn Hargrave. Vous travailliez toutes les deux pour la Women's Aid League. Vous avez vu les mêmes dossiers, lisez les mêmes lettres. » Silence. « Et tu savais qu'elle en avait gardé quelques-uns. » Toujours le silence. Miss Marple se pencha en avant. Elle allait citer des noms, n'est-ce pas? Pas seulement les indiscrétions financières de Markham, pas seulement les dettes de Peter. Elle avait aussi votre nom.
peut-être à cause de votre séjour à Bristol. Est-ce là, je me demande, que le scandale s'est produit? Madame Radcliffe posa sa tasse de thé avec beaucoup de soin. Elle m'a dit qu'elle allait m'exposer, dit-elle d'une voix calme. Elle croyait que c'était la justice, mais c'était la vengeance. Et donc vous avez laissé Madame Bletchley empoisonner son thé. Vous l'avez vu, vous ne l'avez pas arrêté. Et après sa mort, vous êtes allé voir Peter. Vous lui avez dit que la police était proche, qu'il serait blâmé. Vous lui avez apporté du thé pour le calmer et vous êtes assuré que ce serait son dernier. Madame Radcliffe n'a rien dit. Ses mains tremblaient légèrement, puis elle se leva. « Je vais parler à mon mari, dit-elle, et ensuite à l'inspecteur. » Miss Marple se leva également. « Merci. Vous voyez, c'est une chose épouvantable de vivre. » Dans la peur de la vérité. Mais ce qui est encore plus épouvantable, je pense, ce sont les dommages que nous causons aux autres en essayant de l'enterrer. Dehors, le village dormait, mais la vérité était enfin réveillée. 2 jours se passèrent tranquillement à Nethermer, trop tranquillement au goût de Miss Marple. L'air était lourd du silence humide qui suit toujours une tempête, comme si le village lui-même retenait son souffle. Evelyn Marchmont a été enterrée avec la solennité polie, due à une femme de statut, même si les personnes en deuil étaient sensiblement moins nombreuses que prévu. Les murmures rendèrent plus hommage à son nom que les prières. Madame Radcliffe n'avait pas avoué, pas publiquement du moins. Miss Marple avait observé avec un vif intérêt l'épouse du vicaire vaquer à ses occupations comme si rien n'avait changé. Organiser des thés de charité, vérifier les programmes de cantiques, collecter des dons. Mais une certaine pâleur avait pris racine sur ses joues, un tic dans sa main gauche lorsqu'on l'interrogeait sur la fête et un effort notable pour éviter le regard de Miss Marple à l'église. La culpabilité, Miss Marple le savait, était une plante tranquille. Il ne s'est pas annoncé, mais il a quand même fleuri, généralement là où personne ne regardait. Mais malgré toute sa certitude, Miss Marple savait aussi qu'aucune accusation, aussi vraie soit-elle, ne tiendrait pas si elle n'était pas soigneusement portée à la surface. Il fallait faire sortir une meurtrière qui s'était si bien cachée. Pas avec des menaces, mais avec quelque chose de bien plus efficace, politesse et un petit jeu d'observation sociale, je crois, a déclaré Miss Marple un matin autour d'un thé avec l'inspecteur Craddock, qu'il est temps que nous organisions une réunion. Craddock haussa un sourcil. Un rassemblement? Oui, à Marston Grange. Miss Marple, la maison est... actuellement? Gérée par les administrateurs, oui, dit-elle en remuant son thé. Mais j'ai parlé avec le secrétaire de la charité ce matin. J'ai proposé d'aider à organiser une petite réception en l'honneur de Miss Marchmont. Un dernier souvenir pour... C'est proche, ai-je dit. Il n'était que trop heureux d'avoir une responsabilité de moins. Craddock la regarda longuement. « Vous tendez un piège. Je crée une opportunité, » corrigea doucement Miss Marple. « Les gens parlent librement lorsqu'ils sont entourés de leurs propres hypothèses. Les invitations furent envoyées dans les 24 heures. Notes manuscrites, simples et de bon goût, demandant la présence de ceux qui avaient partagé un lien spécial avec feu Miss Marchmont. Du thé et des rafraîchissements légers seraient servis dans le salon Marston Grange. Jeudi, la maison avait été nettoyée, les tapis battus et le service à thé recouvert d'un vernis argenté si brillant qu'il en rendait presque aveuglant. Madame Bletchley, maintenant licenciée mais discrètement coopérative, avait donné sa bénédiction par souci de décence, bien qu'elle ait refusé d'y assister. La liste des invités était sélective. Roger Marchmont, Lucy Bridgerton, M. Markham, le révérend et Madame Radcliffe, et de manière quelque peu controversée, l'inspecteur Craddock lui-même. Miss Marple a insisté sur le fait que la présence de la loi et de l'ordre était à la fois appropriée et rassurante. Lucy arriva la première, vêtue d'une robe lilas pâle et d'un sourire méfiant. « Je n'arrive pas à croire que nous soyons de nouveau ici », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil à la pièce où Evelyn avait passé ses derniers instants de conscience. Miss Marple lui serra la main. Parfois, la guérison commence par un retour à l'endroit que nous préférons oublier. Roger arriva ensuite,
visiblement sobre et très formel dans un costume emprunté. Puis M. Markham, sec comme la poussière et en sueur aux tempes. Et enfin, les Redcliffe, elle, dans un joli cardigan bleu, et lui avec l'inconfort d'un homme qui sent qu'il est conduit dans un endroit dangereux et n'arrive pas à retrouver le chemin du retour. Le thé fut servi, les conversations ont commencé, guindées et polies. L'air se réchauffait avec le parfum d'Earl Grey et le léger fantôme du parfum d'eau de rose d'Evelyn toujours accroché au rideau. Miss Marple attendit que les tasses soient remplies, que 2 fois et que les gâteaux soient réduits en miettes. Puis elle se leva. « Je vous remercie tous d'être venus », a-t-elle déclaré. « Il semble tout à fait normal que nous réfléchissions non seulement au décès de Miss Marchmont, mais aussi à sa vie, si pleine de nuances. » Plusieurs regards se tournèrent vers elle. Monsieur Markham toussa. C'était une femme aux opinions bien arrêtées, a poursuivi Miss Marple, et aux nombreuses relations, certaines connues, d'autres redécouvertes. Il y avait maintenant un calme tendu dans la pièce. Elle avait leur attention. « J'ai pensé qu'il pourrait être instructif, » dit-elle en souriant, « de rappeler cette fête mémorable. Tant de choses se sont passées en un après-midi. » Elle s'est effondrée avant le 2e tour de jugement, marmonna Roger. Nous nous souvenons tous. En effet, mais pas avant d'avoir bu son thé. Maintenant ce thé, une chose si innocente, et pourtant fatale. L'inspecteur Craddock, assis discrètement à côté, ajusta ses poignets. Le ton de Miss Marple resta léger. J'ai parlé du thé à la plupart d'entre vous. Nous savons qu'il a changé de main. Lucie a préparé le plateau, Peter l'a porté et Evelyn l'a bu. Mais, et si je vous disais qu'il y avait des traces de digitalique dans la tasse de thé, mais aussi des empreintes digitales qui n'auraient pas dû être là? Monsieur Markham est devenu pâle. Miss Marple regarda Madame Redcliffe. « Je crois, madame, que vous avez brièvement visité la tente de rafraîchissement avant le début du jugement. » Madame Redcliffe sourit, maigre et froide. « J'ai aidé avec les serviettes, je les ai pliées. Une petite tâche. Une généreuse. Et pourtant, je me demande, a déclaré Miss Marple, comment on plie des serviettes et parvient à placer une tasse avec un liquide empoisonné devant la bonne personne, précisément au bon moment. » Le sourire de Madame Redcliffe s'effaça. « Est-ce que vous m'accusez? Non, ma chérie, je te le demande. » Lucie le regarda. « Mais pourquoi ferait-elle? » « Parce que, dit doucement Miss Marple, Mademoiselle Marchmont avait en sa possession un paquet de lettres vieilles de plusieurs décennies. Des lettres qui documentaient les actions entreprises par une jeune femme travaillant dans les services sociaux qui avait détourné des informations. Des lettres qui, si elles étaient révélées, non seulement détruiraient une réputation, mais mettraient fin à sa place dans cette même communauté. Madame Redcliffe se leva, tremblante. « Vous n'avez aucune preuve. »« Je n'en ai pas besoin, » a déclaré Miss Marple. « Parce que j'ai vu votre réaction au moment où j'ai mentionné les archives de la bibliothèque. Vous avez pâli. Pas de chagrin, mais de souvenir. » Madame Redcliffe la regarda. « Tu es très intelligent. »« Non. Simplement. Attentif. Et la nature humaine, voyez-vous, est tout à fait cohérente. » Elle se tourna vers les autres. « Peter Longhurst était un homme imparfait, mais il n'a pas empoisonné Evelyn. Il a simplement livré la coupe sans savoir qu'elle avait déjà été altérée. La tentative maladroite de Madame Bletchley aurait pu la rendre malade, mais tonne une intervention, cool, calculée, a assuré sa mort. Les yeux de Madame Redcliffe étaient remplis de larmes, mais sa voix était ferme. Elle allait m'humilier, détruire tout ce que j'avais construit. J'ai donné ma vie pour la cause de cette femme, et en retour elle a menacé de me ruiner pour quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. Roger parla pour la première fois. « Alors tu as tué Peter aussi. » Je devais le faire. Il a commencé à deviner. Et puis il est venu vers moi implorant de l'aide, pour de l'argent. Il a dit qu'il exposerait tout.
Il pensait que je l'avais sauvé une fois, que je recommencerais. Elle regarda son mari, le révérend, qui était resté complètement silencieux. Je l'ai fait pour nous, pour notre vie ici, tout ce que nous avons. Je n'allais pas la laisser tout emporter pour une croisade mal placée. Miss Marple hocha la tête. Merci, ma chère. C'est tout ce dont j'avais besoin. L'inspecteur Craddock se leva lentement. Madame Redcliffe, je vais vous demander de venir avec moi, s'il vous plaît. Elle n'a pas résisté. Elle attrapa simplement ses gants, les mains stables maintenant, comme si, une fois la vérité révélée, elle pouvait enfin respirer à nouveau, ne serait-ce que pour un court instant. Une fois les invités partis et le service du thé terminé, Miss Marple resta un moment dans le salon. La lumière pénétrait de manière oblique à travers les hautes fenêtres, projetant de longues lignes sur le tapis délavé et l'ombre de la chaise vide d'Evelyn Marchmont. Le village continuerait. C'est toujours le cas. Mais le prix du silence, du vrai silence, avait été élevé, et Miss Marple, avec un soupir, sortit une fois de plus son tricot. Il y avait toujours un autre modèle à suivre. C'était le lendemain matin lorsque la nouvelle se répandit dans Nethermer, comme une pierre tombée dans l'eau calme. Madame Redcliffe avait été arrêtée. La formulation officielle était prudente, aidée aux enquêtes et détenue pour interrogatoire. Mais les villageois, avec leur sens aigu du drame, savaient ce que cela signifiait. L'épouse du curé, toujours aussi modeste et serviable, avait assassiné Evelyn Marchmont, puis, froidement, éliminé Peter Longhurst lorsqu'il menaçait de parler. Pour certains, c'était choquant. Pour d'autres, justifiant. Et pour beaucoup, même s'ils ne l'admettraient jamais, un peu passionnant. Un vrai crime, là, au milieu des rosiers et des pots de confiture. Au cœur de tout cela se trouvait Miss Marple, comme toujours, assise tranquillement dans son salon avec ses aiguilles à tricoter et son esprit vif et infatigable. Elle n'avait pas bien dormi la nuit précédente. La confession, la confrontation, tout cela ne l'excitait pas. Ils l'ont attristée d'une certaine manière. Madame Redcliffe n'avait pas été méchante. Elle était désespérée. Et les gens désespérés, Miss Marple le savait, étaient les plus dangereux de tous. Pourtant, ce n'était pas le chagrin qui l'empêchait de dormir, c'était le sentiment que quelque chose n'était pas résolu. Elle avait raconté la séquence des événements des dizaines de fois dans sa tête. Evelyn Marchmont a été empoisonnée. Peter Longhurst est mort à cause du cyanure. Madame Bletchley a admis avoir tenté d'effrayer Evelyn avec une légère dose de digital, un acte de vengeance mesquine, pas un meurtre. Madame Redcliffe a avoué avoir assuré la dose mortelle et avoir fait taire Peter. Et pourtant, pourquoi Evelyn Marchmont avait-elle convoqué la fête en premier lieu? Pourquoi avait-elle été si soudainement déterminée à réviser son testament? Qu'est-ce qui avait changé? Il manquait encore une couche, un dernier voile. L'inspecteur Craddock arriva juste avant midi, l'air las mais tranquillement triomphant. « Elle a tout avoué », dit-il en s'installant avec une tasse de thé. L'empoisonnement, l'interrupteur à thé, même la tasse qu'elle a apportée à Peter. Elle a dit que c'était une gentillesse. Miss Marple hocha la tête mais ne sourit pas. « Et pourtant, tu n'as pas l'air contente, Jane. »« Je ne le suis pas, » a-t-elle répondu. « Parce qu'il y a un détail. » Qui ne colle pas vraiment. Craddock haussa un sourcil. Les papiers d'Evelyn Marchmont. Craddock cligna des yeux. Et eux, ils sont partis. Je pensais que la police les avait emmenés. Ils ont pris les plus évidents. Le testament, ses lettres à l'organisme de bienfaisance et les copies de sa correspondance avec Markham. Mais il y avait plus encore. Un dossier qu'elle gardait dans son secrétaire, verrouillé, toujours verrouillé. J'ai vu la légère ombre de la marque de clé manquante sur le bois. Elle a été retirée. Avant la police est arrivée, l'expression de Craddock devint sombre. Tu penses que quelqu'un d'autre l'a pris? J'en suis certain. Et je soupçonne que c'était quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle avait et à quel point cela pouvait être dangereux.
Plus tard dans la journée, mademoiselle Marple a effectué une visite inopinée au bureau du notaire, M. Markham était là, même s'il avait l'air considérablement moins posé que d'habitude. Sa veste était froissée et il semblait avoir perdu le poli soigné et mesuré qui le définissait autrefois. « Miss Marple, » dit-il en se forçant à sourire, « je suppose que vous êtes ici pour jubiler. »« Non, monsieur Markham. Je suis ici parce que je pense que vous avez encore quelque chose à me dire. » Il baissa les yeux. « Ne dis rien. Elle vous a protégé, » a déclaré Miss Marple. « Même si elle avait prévu de vous dénoncer. Vous avez détourné des fonds, oui. Mais ce n'était rien comparé à ce qu'il y avait dans ce dossier. »« Je l'ai brûlé, » murmura Markham, « le lendemain de sa mort. J'ai trouvé la clé sur sa table de nuit. Elle la laissait toujours là le soir quand elle ne sortait pas. Pratique. Je ne pouvais pas prendre de risque. Si les lettres sortaient, savez-vous combien de noms il y avait là-dedans? Des gens de ce village. Des gens qui pensent qu'ils sont en sécurité. Vous connaissiez le secret de Madame Redcliffe. J'en connaissais plusieurs. Miss Marple le regarda longuement et durement. « Saviez-vous qu'elle tuerait Evelyn ?»« Non, » dit-il, la voix rauque. « Mais quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, je n'ai rien dit. Je l'ai laissée continuer, en espérant qu'elle réglerait les détails pour moi. Et elle l'a fait. Vous ? » « Elle l'avait utilisé, » dit doucement Miss Marple. Markham rit amèrement. Pas le premier, probablement pas le dernier. Elle se leva. « Tu devrais te rendre. »« Je ne le ferai pas. »« Non, » dit-elle, « vous ne le ferez pas. Mais la vérité a un chemin à parcourir. Et dans des villages comme celui-ci, les secrets ont une durée de vie très courte. » Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle et trouva Lucy Bridgerton qui l'attendait sur son banc de jardin. La jeune fille avait l'air épuisée, pâle, fragile. « Je voulais te remercier, » dit doucement Lucy, « pour clarifier les choses. » Miss Marple sourit. « Ma chérie, j'ai seulement ouvert la porte, tu l'as franchie. » Lucy détourna le regard. « Je n'arrête pas de me demander ce qui serait arrivé si je n'avais pas aimé Peter, si je ne lui avais pas donné le bénéfice du doute. »« Vous pourriez avoir un peu moins le cœur brisé, » a déclaré Miss Marple. « Mais ce n'est pas plus sage. L'amour, ma chère, nous apprend beaucoup de choses, certaines très difficiles. » Lucy resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle dit, « Pensez-vous que Madame Redcliffe ait jamais vraiment cru qu'elle faisait le bien? » « Oui, » dit Miss Marple, sans hésitation. « C'est pourquoi elle était si dangereuse. Les pires crimes, j'ai découvert, sont commis par des gens qui croient être du côté de la justice. » Lucy se leva pour partir, hésita. « Est-ce que les autres le sauront un jour? » À propos des lettres, Miss Marple secoua la tête. « Il vaut mieux laisser certaines choses tranquilles. Les morts ne peuvent plus faire de mal à personne. Ce sont les vivants qui portent le fardeau. » Lucy hocha la tête et s'éloigna dans le crépuscule grandissant. Miss Marple est restée dehors jusqu'à ce que le soleil ait complètement disparu, laissant le ciel strié de lavande et d'argent. Son jardin bruissait avec le vent du soir. Les premières étoiles se réveillèrent. L'affaire, au sens formel du terme, a été classée. Madame Redcliffe plaiderait probablement coupable d'homicide involontaire sous la contrainte. On se souviendra de Peter Longhurst comme d'un homme troublé qui choisissait de mauvais alliés. Evelyn Marchmont serait enterrée dans un simple terrain sous une pierre tombale sculptée proclamant « une vie de service ». Mais sous les extrémités nettes se trouvèrent des cicatrices, cachées de la même manière qu'une blessure au couteau se cache sous la soie. Elle repensa à Evelyn et au dernier regard qu'ils avaient échangé à travers le jardin, tellement composé, tellement certain, peut-être trop certain. En essayant de dénoncer les autres, Evelyn avait sous-estimé à quel point les gens enfouissaient profondément leur honte, et jusqu'où ils iraient pour le garder enterré. Un jardin peut paraître beau de loin, mais tout jardinier le sait, les racines pourrissent souvent en silence. Miss Marple resserra son châle autour de ses épaules et se leva. Il y aurait un autre mystère un jour. Il y en a toujours eu. Mais pour l'instant, la nuit était calme. Et pendant au moins un certain temps, le village de Nethermère l'était aussi. La poussière avait commencé à retomber.
Nethermer, toujours apparemment serein, reprit son rythme quotidien comme si 2 morts brutales et une trahison dans le presbytère ne s'étaient jamais produites. Le marché rouvrit, les parterres fleurirent sans commentaire, et les ragots, quoique toujours vifs, se tournèrent vers le nouvel apprenti boulanger, et si les biscuits étaient tout à fait les mêmes. Madame Redcliffe avait été transférée, en détention dans le comté le lendemain de ses aveux. Le révérend, visiblement brisé, s'était retiré de ses fonctions pour le moment, et on murmurait qu'il envisageait de déménager dans le Devon pour une convalescence spirituelle. Il n'était pas certain que cela réparerait une vie déchirée par les secrets. Les funérailles de Peter Longhurst s'étaient déroulées dans le calme. Seuls Lucie, le vicaire et Miss Marple y assistaient. Il n'y avait pas d'éloge funèbre, seulement une douce lecture de l'Ecclésiaste et les doux pleurs d'une jeune femme pleurant un homme qui avait trop signifié et pourtant donné trop peu. Roger Marchmont, encore techniquement déshérité, quitte brusquement le village. Certains disent tenter sa chance à l'étranger. Son départ n'était accompagné d'aucun adieu, seulement d'une odeur de whisky dans le vent et du retour tardif de plusieurs livres de la bibliothèque. Miss Marple observait tout cela depuis la fenêtre de son salon, les aiguilles à tricoter à la main, le châle à moitié fini sur ses genoux, ressemblant désormais à la toile de secret qu'elle avait lentement déchiffrée. Le rythme de chaque point lui donnait de la clarté. Calme. Réflexion. Puis, un après-midi, elle reçut une lettre. Il a été remis en main propre par un coursier discret et scellé, avec de la cire ordinaire. À l'intérieur se trouvait une seule page, écrite avec l'écriture précise et droite qu'elle était parvenue à bien reconnaître. « Mademoiselle Marple, vous m'avez finalement battue, comme je le craignais. J'ose dire que votre talent n'est pas simplement l'observation, mais aussi la compréhension, le genre de talent qui coupe à travers les faux semblants comme une lame à travers la dentelle. J'espère qu'avec le temps, vous ne vous souviendrez plus de moi uniquement comme d'un meurtrier. Je l'étais encore une fois. Et à bien des égards, la cruauté finale d'Evelyn Marchmont m'a forcé la main. Pourtant j'accepte ce que j'ai fait. Vous aviez raison. Le silence, bien que séduisant, est rarement inoffensif. Miss Marple plia la lettre et la rangea dans son bureau. Elle n'a fait aucune réponse. Que pouvait-elle écrire à une femme qui avait choisi le poison plutôt que la paix, le silence plutôt que la honte? Pourtant, il y avait une certaine grâce à accepter la vérité, même tardivement. Une semaine plus tard, Miss Marple fut invitée à prendre le thé par le comité de la bibliothèque pour la remercier formellement pour ses services rendus à l'ordre moral du village. L'invitation était formulée avec tant de diplomatie que Miss Marple éclata de rire en la lisant. Elle y était bien sûr présente, poliment, avec une génoise à la main. La conversation était légère, les distinctions subtiles, et Madame Pargeter ne prononçait que le mot meurtre 2 fois, chaque fois à voix basse, comme pour suggérer qu'il s'agissait d'une aberration malheureuse mais lointaine. Au cours de la 2e tasse de thé, on a demandé à Miss Marple ce qu'elle pensait. De tout cela, maintenant que le mystère avait été résolu, je pense, dit-elle lentement, qu'il ne faut jamais confondre la politesse avec la bonté. Ils portent souvent le même manteau, voyez-vous, mais cela ne veut pas dire qu'ils partagent le même cœur. La pièce resta silencieuse pendant un instant. Madame Dane, de la Société historique, s'éclaircit la gorge. « Tout à fait vrai, Miss Marple, tout à fait vrai. Mais vraiment, comment diable avez-vous savoir ?» Miss Marple sirota son thé. « Parce que j'écoute, dit-elle, et parce que les gens vous disent toujours qui ils sont, pas avec leurs mots, mais avec leur peur. Et bien sûr, c'était tout. Madame Redcliffe craignait d'être exposée plus que tout. Sa vie entière a été construite sur la confiance, le respect et l'absence de scandale. C'était son masque, sa forteresse, son identité. Et Evelyn Marchmont, dans un acte fatidique d'autosatisfaction, avait menacé de tout détruire, non pas par cruauté peut-être, mais par principe. Et le principe, Miss Marple le savait, était souvent un motif solitaire.
Quant aux autres, Peter, Markham, Roger, ils avaient chacun été empêtrés dans la vérité à leur manière. Mais aucun n'avait porté le coup final. Une seule femme avait à la fois le mobile, les moyens et la terrifiante détermination d'agir. Lorsque Miss Marple rentra chez elle cet après-midi-là, elle trouva une petite enveloppe qui l'attendait près de son portail. À l'intérieur se trouvait une carte pliée. « Merci d'avoir cru que j'étais meilleur que ce qu'il me faisait ressentir. » Lucille n'y avait pas d'adresse, aucune signature. Juste une violette pressée, nichée dans le pli. Miss Marple sourit faiblement et le plaça dans son exemplaire de persuasion, où il resterait entre les pages consacrées aux secondes chances. Elle s'assit sur son banc de jardin, le soleil de l'après-midi chaud sur ses épaules, et reprit son tricot. Il y aurait toujours plus de mystères, plus d'enchevêtrements de la nature humaine à résoudre tranquillement. Mais pour l'instant, les aiguilles claquaient, la brise remuait la lavande et au loin, les cloches de Saint Mildred résonnaient sur les toits de Nethermer. La paix, comme toujours, était revenue. Mais Miss Marple, aux doigts doux et aux yeux perçants, restait prête. Regardez. En attendant. Écoute.